définition généralité, rappel anatomophysiologique, études cliniques, les cyalites, cyalose, pathologie tumorale des glandes salivaires. Donc, ce qui est nouveau dans ce cours, c'est un cours un peu modifié par rapport à... J'ai rajouté l'étude clinique qui n'existait pas dans les anciens, c'est-à-dire l'ancienne conférence, et j'ai enlevé c'est-à-dire quelques types histologiques concernant les pathologies tumorales des glandes salivaires. Donc, j'ai gardé uniquement les 5 types les plus fréquents, deux tumeurs bénignes et 3 tumeurs malignes. Donc, comme objectif du cours, c'est d'abord, il faut savoir diagnostiquer une pathologie infectieuse, lithiasique ou tumorale des glandes salivaires. Il faut savoir reconnaître et analyser une tuméfaction de la loge parotidienne et connaître les examens complémentaires indispensables pour chaque pathologie salivaire ainsi que ses modalités thérapeutiques. C'est-à-dire que ce soit pour les glandes, les pathologies infectieuses ou bien inflammatoires, ou bien pour les pathologies tumorales, il faut savoir les différents examens nécessaires pour chaque pathologie. Premièrement, grand 1, définition généralité. Donc, la pathologie des glandes salivaires peut être divisée classiquement en pathologie tumorale et non tumorale, qui est les, qui sont les plus fréquentes. Donc, les pathologies non tumorales sont plus fréquentes que les pathologies tumorales. Donc, les pathologies non tumorales sont constituées de cyalite, c'est-à-dire infection et ou inflammation, et les cyaloses, c'est une hypertrophie globale. Généralement, c'est des maladies de système. Donc, les tumeurs, quant à elles, sont très diversifiées du point de vue histologique et peuvent être bénignes ou malignes. Donc, on a plusieurs types histologiques concernant les tumeurs des glandes salivaires. Et on a des tumeurs bénignes comme des tumeurs malignes. Donc, le diagnostic est souvent aisé pour les pathologies inflammatoires et reste redoutable pour les pathologies tumorales. Donc, il est facile pour les pathologies infectieuses ou bien inflammatoires, mais il est difficile pour les pathologies tumorales. Donc, le traitement peut être médical ou chirurgical. Donc, soit le traitement il est généralement médical pour les pathologies infectieuses et chirurgical pour les pathologies lithiasiques ou bien tumorales. Donc, rappel anatomophysiologique, c'est un petit rappel. Donc, les glandes salivaires constituent un élément clé de l'équilibre physiologique de la cavité orale et de ses fonctions, donc à savoir la mastication, la gustation, la déglutition et la phonation. Donc, la mastication en lubrifiant, c'est-à-dire en sécrétant la salive, elle va lubrifier le bol alimentaire donc, et facilite la mastication. La gustation, donc la salive va jouer le rôle de, pour transférer les médiateurs, c'est-à-dire de la gustation, vers les récepteurs au niveau qui sont présents sur la langue. Donc la déglutition, la même chose comme la mastication, en lubrifiant le bol alimentaire, ça facilite la déglutition. Et la même chose pour la phonation, c'est-à-dire en lubrifiant la cavité oropharyngée. Donc, euh, ça donne, ça donne une facilité à la phonation. Donc, les muqueuses de la cavité buccale sont tapissées par un fluide physiologique appelé salive. Il est produit à environ 1,5 litre par jour par 3 paires de glandes salivaires principales, qui sont la submandibulaire, les submandibulaires, les parotides et les sublinguales, ainsi que par une multitude de glandes salivaires accessoires dispersées au sein de la muqueuse oropharyngée. Donc, on a 3 paires de glandes salivaires principales qui sont les submandibulaires ou bien les sous-mandibulaires. Donc, je vais vous montrer sur un schéma la localisation de ces trois paires de glandes principales. On a les parotides et les sublinguales. Ainsi, on a une multitude de glandes salivaires, de petites glandes qui sont dispersées un peu partout au niveau de la paroi interne oropharyngée. En particulier les parois latérales c'est-à-dire des joues, les faces internes des lèvres
C'est-à-dire, on peut les palper par la langue sur ces petites glandes. On peut les palper sur la face interne de la lèvre inférieure, par exemple. Donc, comme schéma, pardon, j'ai oublié de faire passer les planches, les diapos. Donc, on remarque sur le schéma à droite qui est à droite, on a un, 2 et 3. Donc, le 1 c'est la glande parotide avec son emplacement préauriculaire, sous-lobulaire et préauriculaire. D'accord? Une- Sa taille, c'est la plus grande glande salivaire. Ensuite, 2, avec son canal excréteur, qui est le canal de Sténone, qui s'abouche sur la face interne de la joue en regard de la deuxième prémolaire. On a le 2, c'est-à-dire en parallèle sur l'image, c'est-à-dire à gauche, on voit très bien, on voit très bien le canal, l'abouchement du canal de Sténone, ainsi, c'est-à-dire quelques cellules sur le canal. C'est ce qu'on appelle un prolongement. On peut avoir des prolongements glandulaires, c'est-à-dire tout au long du canal excréteur. Le 2, c'est la glande submandibulaire ou bien sous-mandibulaire, avec son canal excréteur qui est le canal de Wharton, qui s'abouche sous la langue, c'est-à-dire au niveau du plancher buccal, sous la langue, de part et d'autre du frein de la langue. C'est-à-dire, si on demande au patient de, de lever sa langue vers le haut, c'est-à-dire on remarque qu'il y a le, le frein de la langue et de part et d'autre du frein, on a deux petits tubercules qui correspondent à, à l'abouchement du canal de Wharton, le canal excréteur de la glande submandibulaire. Ensuite, le 3, c'est la glande sublinguale ou bien sous-linguale, avec son canal excréteur qui est le canal de Révénus. Donc, c'était un rappel physio-anatomique rapide. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? C'est bon, monsieur. Très bien. Donc, on passe. Étude clinique. Donc, l'étude clinique, on commence toujours notre étude par l'anamnèse ou bien l'interrogatoire. Donc, l'interrogatoire qui va préciser l'âge, le sexe et la profession du patient, les antécédents, surtout les antécédents salivaires personnels, c'est-à-dire les antécédents qui concernent les glandes salivaires, à savoir un antécédent de tumeur, de problèmes infectieux, ainsi que le traitement reçu, soit un traitement chirurgical, soit une irradiation, c'est-à-dire est-ce que le patient a reçu une radiothérapie ou non, ou bien une irradiation cervico-faciale. Donc, il va préciser aussi les antécédents non salivaires, donc comme des antécédents d'un cancer, c'est-à-dire euh, d'autres, un cancer localisé à une autre localisation hors les glandes salivaires. Donc, la notion de métastase d'un carcinome, la notion de récidive, la notion de pathologie générale ou bien de maladie infectieuse, en particulier la tuberculose, ou bien une maladie auto-immune, la notion d'immunodépression et des traitements subis. Donc, l'anamnèse ou bien l'interrogatoire va préciser aussi les médicaments pris au long cours. Enfin, le régime alimentaire qui est très important. Ensuite,
En questionnant le patient, il faut faire préciser les principaux symptômes retrouvés, c'est-à-dire on va citer les signes fonctionnels, à savoir la douleur, est-ce qu'elle est présente ou absente, et est-ce qu'elle est spontanée ou bien provoquée par notre examen clinique. Donc la tuméfaction, en précisant son siège, son mode et ses circonstances d'apparition. D'accord? On doit préciser concernant la tuméfaction, son siège, c'est-à-dire quelle est la glande concernée, le mode, est-ce que c'est aigu ou bien, ou bien progressif, et les circonstances d'apparition, est-ce qu'elle est rythmée par exemple avec les repas ou non. Donc les troubles de la sécrétion salivaire, est-ce qu'il y a une diminution de la sécrétion ou bien une sécrétion normale? Donc est-ce qu'il y a un trismus? Donc est-ce qu'il y a une parésie ou bien une paralysie nerveuse, surtout l'atteinte du nerf facial? Et on cherche aussi des signes locaux-régionaux, à savoir est-ce qu'il y a des adénopathies ou bien une extension loco-régionale. Et enfin, on cherche des signes généraux. Est-ce qu'il y a une altération, par exemple, de l'état général ou non? Donc, après anamnèse, on fait notre examen S'il clinique. vous plaît, Oui. qu'est-ce que ça veut dire le trismus? Trismus, c'est l'incapacité d'ouvrir la bouche. Est-ce que, est-ce que vous n'avez pas, euh, c'est-à-dire, est-ce que vous n'avez pas l'occasion de connaître le trismus au cours des cours des angines? Puisqu'au cours des angines, on a comme complication les phlegmons. Et les phlegmons amygdaliens ou bien périamygdaliens donnent un trismus. Vous m'avez entendu ou non? Oui. Donc le trismus, c'est l'incapacité ou bien l'impossibilité d'ouvrir la bouche, soit par phénomène, c'est-à-dire inflammatoire, ça concerne les muscles masticateurs, d'accord? Soit par, c'est-à-dire inflammation, ou bien par, c'est-à-dire envahissement tumoral. Et on le mesure soit en centimètres, c'est-à-dire l'ouverture, on dit le patient présente un trismus avec une ouverture à 1 centimètre, sinon par les travers de doigts. C'est-à-dire on peut parler d'un trismus à un travers de doigt, c'est-à-dire le patient n'arrive pas à ouvrir plus qu'un travers de doigt, n'arrive pas à ouvrir sa bouche plus qu'un travers de doigt, ou bien plus qu'un centimètre. D'accord? C'est-à-dire le trismus, il est mesuré soit en centimètres ou bien en travers de doigt. C'est bon, je peux continuer? Oui, merci, monsieur. Il n'y a pas de quoi. Donc, l'examen exobuccal et endobuccal. Donc, c'est notre examen clinique. Donc, l'examen clinique doit être le plus complet possible, bilatéral et comparatif. Il comporte 2 temps. D'abord, le premier temps, c'est l'inspection. Le deuxième temps, c'est la palpation. Donc, l'inspection d'abord du contour de la face, c'est-à-dire l'inspection externe, et puis on a l'inspection endobuccale. Donc, à l'inspection externe, bien de la face, il faut rechercher une asymétrie, voire une déformation faciale, c'est-à-dire une paralysie, par exemple, une parésie ou bien une paralysie faciale. Est-ce qu'il existe une fistule, c'est-à-dire une fistulisation euh, cutanée, externe d'un c'est-à-dire d'un processus inflammatoire ou bien infectieux, d'une quelconque glande salivaire.
Donc, d'une peau inflammatoire, un aspect inflammatoire de la peau, une ulcération ou bien carrément d'une extériorisation tumorale, extériorisation cutanée de la tumeur. Donc, ensuite, on fait l'inspection endobuccale, c'est-à-dire on fait un examen à la baisse. Donc, en vérifiant les orifices excréteurs des glandes salivaires principales et observer ou non un aspect inflammatoire, ulcéré, dilaté ou purulent, c'est-à-dire de l'orifice excréteur, du canal excréteur. Donc, cet examen renseigne également sur le niveau d'hygiène buccale, c'est-à-dire l'inspection endobuccale, sur la cavité buccale proprement dite. Est-ce qu'il y a une ulcération? Est-ce qu'il n'y a pas, c'est-à-dire d'infection locorégionale? Donc, sur l'oropharynx et sur l'état dentaire du patient. Donc, ensuite, on a la palpation. On a la palpation exobuccale et la palpation endobuccale. Donc, la palpation exobuccale permet de déterminer les caractéristiques de la tuméfaction, à savoir son siège, son caractère unio-bilatéral, donc son contour, est-ce que cette tuméfaction est régulière ou bien irrégulière, sa taille, sa consistance, est-ce qu'elle est ferme, molle ou bien dure, sa sensibilité, est-ce qu'elle est douloureuse ou non, c'est-à-dire, et la douleur, est-ce qu'elle est spontanée ou bien provoquée par l'examen? Et enfin, la mobilité. Est-ce qu'elle est mobile par rapport au plan profond et superficiel? Donc, on a quelques signes cliniques évoquant la malignité en ce qui concerne, c'est-à-dire la pathologie tumorale des glandes salivaires. Donc, la présence d'une paralysie nerveuse témoigne d'une malignité. Donc, la douleur, s'il y a une douleur, surtout une douleur spontanée, donc ça témoigne d'une malignité. Et tumeur irrégulière, c'est-à-dire le contour irrégulier, la, la dureté et la fixité, surtout la fixité, aux éléments de voisinage, c'est un signe de malignité. La croissance rapide aussi, c'est un signe de malignité. Donc la palpation recherche aussi la présence d'adénopathie. S'il y a présence d'adénopathie satellite, ça témoigne aussi qu'il s'agit probablement d'une tumeur maligne. Donc ensuite, on passe à l'examen endobuccal. Donc l'examen endobuccal ou bien la palpation endobuccale, elle est réalisée au niveau du plancher buccal, surtout pour les glandes submandibulaires et sublinguales. Donc il s'agit d'un palpé bidigital avec un doigt intrabuccal protégé par un gant et un doigt sous-mandibulaire ou bien sublingual. Donc le but est de comprimer la glande à la recherche d'une masse palpable intraglandulaire. C'est-à-dire on va comprimer avec le palpébé digital. On a un doigt qui est à l'intérieur, un doigt ganté qui est à l'intérieur de la bouche, c'est-à-dire au niveau du plancher buccal. Et on va comprimer soit la glande submandibulaire ou bien sublinguale entre deux doigts, un doigt endobuccal et un doigt exobuccal. Donc, à la recherche, et pour savoir est-ce que cette masse appartient à la glande ou non. Donc, il faut également contrôler les amygdales. On doit examiner les amygdales, qui peuvent être le siège d'une extension d'une tumeur parotidienne vers la région pharyngée, ou bien, ou bien l'inverse, c'est-à-dire l'extension d'une tumeur pharyngée, tumeur amygdalienne, en direction parotidienne. Donc, autre examen, c'est-à-dire à faire, on fait un examen auriculaire, surtout le conduit auditif externe, surtout quand il s'agit d'une atteinte de la glande parotide, puisqu'elle est en contact direct avec le conduit auditif externe. Donc, l'examen du cou et des aires ganglionnaires, c'est très important. Donc, l'examen neurologique, surtout les paires crâniennes, le 7, le 12 et le nerf lingual. Et enfin, on termine notre examen clinique par un examen somatique complet. Donc, j'ai pas voulu détailler et faire tous les examens. Donc,
J'ai essayé de donner le plus important, uniquement. Donc, est-ce que vous avez des questions concernant l'examen clinique? Monsieur, s'il vous plaît, Oui. si on a un trismus, comment peut-on examiner le patient? Si on a un trismus, euh, on peut, c'est-à-dire, s'il y a un trismus vraiment serré où l'ouverture de la bouche est carrément impossible, on peut relâcher le malade par exemple, en lui injectant du Valium. Sinon, parfois, le trismus, c'est un phénomène ou bien c'est un phénomène réflexe, c'est-à-dire vu la douleur et l'inflammation du muscle masticateur, donc le malade, il serre les dents, c'est-à-dire le réflexe, le trismus ici, il est secondaire à l'inflammation et à la douleur. Donc le malade euh, évite l'ouverture de la bouche pour éviter, soi-disant, la douleur. Et dans ce cas-là, on peut, c'est-à-dire forcer un petit peu le malade et pour ouvrir la bouche et voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Sinon, au pire des cas, s'il y a, c'est-à-dire un trismus serré où on n'arrive jamais à, c'est-à-dire on n'arrive pas à ouvrir la bouche, dans ce cas-là, on peut, c'est-à-dire relâcher le malade avec une ampoule de Valium et on fait notre examen, c'est-à-dire à l'aise. D'accord, merci. Il n'y a pas de quoi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Donc, on passe aux examens paracliniques. Là aussi, j'ai pas voulu être trop détaillé. J'ai donné l'essentiel des examens qu'on peut réaliser. Donc, j'ai pas voulu détailler, sinon ça va être la conférence va être trop chargée, hein. Donc, comme examen paraclinique, selon la pathologie suspectée, donc j'ai oublié un E. Donc, on peut demander différents examens complémentaires, à savoir comme examen d'imagerie. On demande une radiographie standard, c'est-à-dire on demande un défilé mandibulaire ou bien euh, une radiographie de profil. Donc on peut demander une échographie, on peut demander une cyanographie. Vous connaissez c'est quoi la cyanographie? Non, monsieur. Bon, c'est très simple. La C'est cyanographie, du c'est produit de contraste dans les canaux. très bien. On injecte un produit de contraste au niveau du canal, c'est-à-dire soit le canal de Wharton ou bien le canal de Stenone, et on prend des clichés standards. Et on analyse, c'est-à-dire la diffusion de ce produit au niveau du canal excréteur et au niveau du canal collecteur de la glande. Donc, on peut faire une TDM, c'est-à-dire un scanner, voire même une IRM, IRM avec ses différentes séquences. On peut faire carrément une cyalo-IRM et enfin une scintigraphie, c'est-à-dire salivaire. Donc, comme examen biologique, on peut faire la cyalométrie. Est-ce que vous savez c'est quoi la cyalométrie? Non, monsieur. C'est la quantification de la sécrétion salivaire journalière. C'est-à-dire elle est quantifiée en liquide par jour, en litres par jour. Donc on peut faire une pH-métrie salivaire, c'est-à-dire c'est la mesure du pH salivaire. Donc le pH salivaire
normalement, il est alcalin, il est aux alentours de 7,5. Donc, s'il est inférieur à 6,5, on parle de salive acide. Donc, on peut faire ici un examen cytobactériologique, c'est-à-dire un ECB, examen cytobactériologique, un examen virologique, d'accord? Donc, on peut faire une sérologie, à savoir la sérologie VIH, ou bien la sérologie de la syphilis, TPHA. Quoique les atteintes, c'est-à-dire syphilitiques des glandes salivaires, sont vraiment, vraiment très, très rares. Donc, on peut demander aussi une IDR à la tuberculine et on recherche le BK. Donc, comme examen anatomopathologique, on peut faire une cytoponction à l'aiguille fine, voire même une biopsie. Donc, est-ce que vous avez des questions concernant les examens complémentaires? Sinon, on entame directement les sialites. On commence par la première, c'est-à-dire entité, les sialites. Donc, ce qui dit sialite dit, c'est-à-dire inflammation. Donc, il peut s'agir soit d'une sialadénite, c'est-à-dire une inflammation à point de départ glandulaire ou bien parenchymateux, soit d'une sialadochite, qui est une inflammation à point de départ canalaire, c'est-à-dire le début de l'inflammation commence au niveau du canal excréteur. Donc, le tableau clinique de ces affections varie en fonction de l'affection causale. Donc, on a les sialites virales. Donc, la glande parotide est principalement atteinte. Elle touche beaucoup plus la glande parotide. Donc, le paramyxovirus, c'est le virus responsable des oreillons, est fréquemment en cause sous forme d'épidémie avec un risque élevé de contagion. Donc, d'autres virus, donc les sialites virales, généralement, le tableau est celui des oreillons. D'autres virus peuvent être incriminés, tels que celui de la grippe, le influenzae AA, le Coxsackie A, le cytomégalovirus et le BV, c'est-à-dire l'Epstein-Barr virus, peut-être en cause, c'est-à-dire peut-être responsable de sialite virale. Donc le diagnostic est clinique. Donc on va trouver une tuméfaction parotidienne douloureuse, unio-bilatérale. Pour les oreillons, généralement, elle commence unilatérale, puis elle se bilatéralise au bout d'une semaine, voire 15 jours, avec une otalgie qui est fébrile, un érythème de l'ostéum du sténon et ne nécessite pas d'examen d'imagerie. Donc le diagnostic, il est purement clinique. Donc on n'a pas besoin d'imagerie ou bien d'investigation pour poser le diagnostic, par exemple, des oreillons. Donc le tableau, il est évident. Donc, est-ce que vous avez des questions concernant les sialites virales? Donc, ensuite, on a les sialites aiguës microbiennes. Elles touchent en particulier le sujet âgé avec une baisse de l'état général et une déshydratation. Donc, elles sont dues à des bactéries pyogènes banales et leur survenue est favorisée par des infections locorégionales. Donc, donc elles sont en rapport avec les bactéries pyogènes qui se trouvent au niveau de saprophytes. On les appelle saprophytes. Elles sont présentes au niveau de la cavité oropharyngée et elles sont favorisées par les infections locorégionales. Par exemple, un mauvais état dentaire ou bien des angines à répétition, par exemple. Donc, le diagnostic est clinique devant une augmentation de volume unilatéral de la glande atteinte avec douleur et une peau en regard inflammatoire et issue de pus à l'orifice du canal de Sténon ou bien de Wharton. Donc, si on compare les sialites aiguës microbiennes ou bien bactériennes
elles sont généralement unies avec les sialites virales. Les sialites virales sont en général bilatérales, même si elles commencent par exemple unilatérales, mais elles se bilatéralisent dans la majorité des cas. Par contre, les sialites microbiennes, on a la teinte, elle est généralement unilatérale, avec issue de pus à travers le canal ou bien à travers l'orifice du canal excréteur de la glande concernée. Donc ensuite, on passe aux cyalites tuberculeuses. Donc la parotide est 2 à 3 fois plus atteinte que la sous-maxillaire. Donc le mode révélateur le plus fréquent est un nodule prétrachien, parfois fistulisé à la peau. C'est-à-dire on aura un foyer glandulaire ou bien une adénopathie. Donc le diagnostic de la tuberculose salivaire, des glandes salivaires, est vraiment très difficile. Donc on arrive, c'est-à-dire des fois on n'arrive jamais c'est-à-dire à isoler le BK ou bien, euh, c'est-à-dire à isoler le BK et confirmer le diagnostic. Et des fois on est amené à faire des tests thérapeutiques pour confirmer le diagnostic. C'est-à-dire on donne les antituberculeux, c'est-à-dire devant la non-réponse de cette cyalite tuberculeuse aux antibiotiques ordinaires, c'est-à-dire on pense à une cyalite tuberculeuse et on entame un traitement antituberculeux et dans ce cas-là, euh, c'est-à-dire on aura une réponse et on confirme le diagnostic d'une cyalite tuberculeuse. Donc seule la ponction biopsie ou la biopsie permettent de faire le diagnostic avec certitude et on isole la nécrose casilleuse. Mais la ponction, la cytoponction, elle n'est pas, des fois, dans la majorité des cas, elle ne donne pas, c'est-à-dire de certitude. La biopsie, on ne peut pas la faire, par exemple, en particulier pour la glande parotide. Donc, on peut pas, la biopsie, elle est contre-indiquée. D'accord? Donc, c'est pour ça, ce qui donne la difficulté à poser le diagnostic d'une cyalite tuberculeuse. Donc, comme on est des fois amené à faire des essais thérapeutiques en introduisant des antibiotiques antituberculeux et devant la réponse au traitement antituberculeux, on pose le diagnostic. Donc, est-ce que vous avez des questions concernant les... Monsieur, Oui, monsieur, la biopsie, elle est contre-indiquée seulement pour parotide. pour la parotide, oui. On ne fait D'accord, pas de merci. biopsie pour la parotide, puisqu'il y a le risque de toucher le nerf facial. Monsieur, Oui, est-ce qu'on peut avoir une diabète spécialiste virale post-coronavirus, dû au coronavirus? comment? Est-ce qu'on peut avoir une diabète Je ne sais virale due pas, au coronavirus? le coronavirus. Est-ce que le coronavirus peut donner une cyalite virale? Ah, jusqu'au maintenant, on n'a pas vu c'est-à-dire des cyalites en rapport avec le coronavirus, hein. On n'a pas vu puisque généralement le coronavirus, il séjourne au niveau de l'oropharynx au bout de 3 à 4 jours, puis il migre vers le poumon, qui est le site, c'est-à-dire préférentiel pour ce virus. D'accord, merci. Il n'y a pas de quoi. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, on peut avancer. Donc ensuite, on a les cyalites chroniques non spécifiques, donc à savoir qui sont ces entités sont rares.
Elles sont souvent l'aboutissement d'affections diverses, comme la parotidite chronique de l'enfance, les mégacanaux, les sténoses des canaux excréteurs ou bien le syndrome de Gougerot-Sjogren. Donc la parotide est hypertrophiée et douloureuse à la palpation. La peau en regard est normale. Il n'y a pas de pus à l'ostéum du canal de sténone. Donc, au cours des cyalites chroniques non spécifiques, on a une tuméfaction, c'est-à-dire elle concerne beaucoup plus la glande parotide. Donc, et on aura une tuméfaction de la glande qui est douloureuse à la palpation, c'est-à-dire il n'y a pas de douleur spontanée, c'est une douleur provoquée par notre examen. Donc, la peau, elle est normale et ainsi que c'est-à-dire l'ostéum de l'orifice, l'ostéum ou bien l'orifice du canal de Sténone. On n'a pas de rougeur ni d'érythème tout autour du canal de Sténone. Il n'y a pas de pus. Et la peau en regard, elle est normale. Il n'y a que l'hypertrophie et la douleur provoquée par l'examen. Donc, c'est le cas. Quand est-ce qu'on aura ce tableau clinique? C'est le cas des parotidites chroniques de l'enfance. Il y a des gens qui souffrent de parotidite, c'est-à-dire une inflammation répétée des glandes parotides. C'est le cas des mégacanaux. Est-ce que vous connaissez c'est quoi un mégacanal? Sténose Non, congénitale. Mégacanal, non, c'est pas une sténose, hein. Mégacanal, c'est un canal méga. Ce qui dit méga, c'est gros, énorme. D'accord? Donc méga, c'est un gros canal ou bien un canal dilaté, un canal excréteur dilaté. Ce qui dit dilatation du canal dit stase salivaire, dit c'est-à-dire, ce qui dit aussi stase, ça veut dire une pullulation microbienne et surinfection. D'accord? Concernant les sténoses des canaux excréteurs, les sténoses, par exemple, la présence d'un calcul entraîne une sténose au niveau du canal excréteur. Et on a le syndrome de Gougerot-Sjogren qui est on l'appelle aussi syndrome sec. C'est une maladie auto-immune. Donc, est-ce que vous n'avez pas des questions concernant les cyalites chroniques non spécifiques? On, non, on- on continue, on continue avec les cyalites lithiasiques. Donc, par définition, il s'agit de formation de calcul dans les canaux excréteurs des glandes salivaires, euh, c'est-à-dire le canal de Sténon ou bien le canal de Wharton. Donc, on n'a jamais vu des sténoses au niveau du canal de Révinus, c'est-à-dire le canal excréteur de la glande sublinguale. Donc, la glande submandibulaire, on est la cible majeure, 3 fois plus que la parotide. Donc, les calculs concernent, ou bien les lithiases concernent beaucoup plus la glande submandibulaire, c'est-à-dire avec une fréquence 3 fois plus importante que la parotide. Donc, quelqu'un peut me dire pourquoi la glande submandibulaire on est la cible majeure.
Parce que le canal est plus étroit. Non, c'est pas une question c'est-à-dire d'étroitesse ou bien c'est pas une question mécanique. Donc, si vous n'avez Parce que, pas, oui, vas-y. parce que le canal contient des cellules glandulaires, non? Non, non, non. C'est pas une question mécanique, hein. C'est En une question de composition de la salive, Oui, vas-y. il y a des produits qui peuvent donner des lithiases plus dans la submandibulaire. Oui, c'est une question de constitution de la salive. La salive est excrétée par la glande submandibulaire. Donc, sa constitution n'est pas la même que celle excrétée par la parotide. Donc, elle est plus épaisse. Donc, c'est-à-dire la constitution euh, ce qui favorise la constitution de calculs. Donc, la salive sécrétée par la parotide, elle est plus fluide par rapport à celle sécrétée ou la excrétée par la glande submandibulaire. C'est une question de constitution de la salive. C'est pas une question mécanique. Donc, l'examen clinique consiste à réaliser un palpébé digital qui s'attache à rechercher un calcul le long du trajet du canal excréteur de la glande atteinte. C'est-à-dire là, on fait un calcul, c'est-à-dire un palpébé digital avec un doigt endobuccal et un doigt exobuccal. On palpe d'abord la glande, puis on palpe le long du trajet ou bien du canal excréteur à la recherche d'un calcul. Donc le tableau clinique peut aller de la simple colique salivaire, qui est une douleur intense en rapport avec la tension, au niveau du canal excréteur, qui est rythmé par les repas. C'est-à-dire, s'il y a un blocage à l'excrétion de la salive par le calcul, donc dans ce cas-là, elle va créer une tension au niveau du canal qui est à l'origine de la douleur. Cette douleur, elle est rythmée par les repas. C'est pour ça qu'on l'appelle colique. D'accord? Quand il y a des douleurs qui... Je m'excuse pour les coupures. Je suis connecté avec mon smartphone. Pour ça, je reçois de temps en temps des appels. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Maintenant. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, cette colique salivaire, elle est accompagnée d'une hernie salivaire qui est l'hernie, c'est la tuméfaction. Au moment des repas, on l'appelle hernie salivaire. Donc, soit on a ce simple tableau de colique avec hernie salivaire, ou bien carrément un tableau de scalite aiguë suppurée, c'est-à-dire un véritable abcès de la glande atteinte, avec une fièvre, douleur spontanée, tuméfaction glandulaire douloureuse au palpé, une peau en regard inflammatoire, voire, c'est-à-dire l'issue de pus à travers le canal excréteur. Donc ici, le diagnostic, c'est-à-dire il est radiologique, c'est-à-dire on demande, il est radiologique, clinique et radiologique. C'est-à-dire on arrive déjà, c'est-à-dire à poser le diagnostic cliniquement, reste à le confirmer par la radiographie. C'est-à-dire on demande une radiographie standard d'abord, c'est-à-dire la moins coûteuse et la plus accessible. On demande un défilé mandibulaire, c'est-à-dire une sorte de il y a plusieurs incidences et il y a le défilé mandibulaire qui est un cliché de profil, mais c'est pas un profil strict. Il est un peu oblique, c'est-à-dire en bas. C'est-à-dire il prend la partie inférieure de la mandibule. C'est pour ça qu'on l'appelle défilé mandibulaire. Donc il va montrer la présence d'un calcul, si le calcul il est radio opaque. Sinon, on demande, si le calcul n'est pas radio opaque, on demande une échographie.
cervicale, qui est l'examen de choix à réaliser en première intention. Donc, ces deux examens vont permettre le diagnostic. Si une scialographie est pratiquée, elle précise la topographie du canal, la topographie du calcul au niveau du canal. Donc, le siège, la scialographie va préciser le siège du calcul au niveau du canal ou bien au niveau de la glande. Donc, l'IRM comme la tomodensitométrie, l'IRM comme le scanner, n'ont un intérêt que s'il existe une suspicion d'abcès. Donc, s'il n'y a pas de complications, on n'a pas besoin de demander une IRM ni de scanner. C'est-à-dire juste la radiographie standard ou bien l'échographie. À la limite, on peut demander une scialographie pour confirmer notre diagnostic. Donc, ici, on a une image échographique d'un calcul au niveau d'une glande salivaire on a le calcul qui est hyperéchogène et le camp d'ombre, c'est-à-dire sous le calcul, derrière le calcul. On a un camp d'ombre. Donc, ensuite, on a si vous n'avez pas de questions concernant les cyalites lithiasiques, on passe au traitement. Donc, on a le traitement des cyalites, ou bien les traitements des cyalites. D'abord, on commence avec les traitements médicaux. Donc, on a les traitements symptomatiques à base d'antispasmodiques, c'est-à-dire type spasfon. C'est-à-dire puisque notre douleur, elle est de type, c'est-à-dire c'est une colique, c'est-à-dire on a la douleur, c'est-à-dire en rapport avec des spasmes. C'est pour ça qu'on donne des antispasmodiques associés à des sialogogues type salagène ou bien des cholérétiques type sulfarlin. Ces deux derniers sont des stimulateurs de la sécrétion salivaire. Et ces deux produits ne se vendent pas sur le marché, c'est national. Donc, généralement, on les ramène ailleurs. Sinon, on peut demander aux patients de faire c'est-à-dire des bains de bouche euh, avec, c'est-à-dire avec de l'eau citronnée. Pour stimuler la sécrétion salivaire. Donc, on donne aussi un traitement anti-infectieux, puisque ce qui dit, euh, euh, c'est-à-dire lithiase ou bien stase, dit infection microbienne. Donc, on donne un antibiotique adapté à la flore endobuccale, puis ajusté au résultat de l'antibiogramme. Généralement, on donne l'amoxicillin clave, d'accord, puisque le staphylocoque et le streptocoque sont les germes les plus, c'est-à-dire fréquents au niveau de la cavité endobuccale. Puis, on adapte notre traitement antibiotique en fonction de l'antibiogramme. Ensuite, on a les traitements chirurgicaux. Donc, la chirurgie est envisagée en dehors d'un épisode inflammatoire. C'est-à-dire, il faut refroidir avant d'opérer, par exemple, une lithiase de la glande submandibulaire. On ne peut pas c'est-à-dire opérer une glande qui est en pleine inflammation. Donc, elle peut consister en l'ablation de la lithiase par voie endobuccale
si le calcul est accessible, sinon l'exérèse de la glande en totalité par voie externe. Donc, c'est par exemple le calcul siège au niveau du canal excréteur. On divise le canal en trois tiers, c'est-à-dire les 2 tiers, si le canal, plutôt le calcul siège au niveau des 2 tiers distaux du canal excréteur, on peut l'enlever à travers une incision endobuccale, c'est-à-dire au niveau du plancher, on palpe le calcul et on fait une incision sur le calcul. On enlève et on fait ni suture ni rien du tout. D'accord? Donc, sinon, si le calcul, c'est-à-dire siège au niveau du tiers proximal, c'est-à-dire le tiers proximal, ou bien au niveau en intraglandulaire, soit le tiers proximal du canal excréteur, c'est-à-dire le tiers à la sortie de la glande, ou bien carrément au niveau en intraglandulaire. Dans ce cas-là, on fait une exérèse de la glande en totalité par voie externe, c'est-à-dire on fait une cervicotomie externe et on enlève toute la glande qui est généralement malade. Ensuite, on a la sialondoscopie. Elle est envisagée. La sialondoscopie, elle a c'est-à-dire deux avantages ou bien deux buts ou bien 2 rôles. D'abord, sialondoscopie, un rôle diagnostique pour confirmer la présence ou non d'un calcul et un rôle thérapeutique. Donc, elle est envisagée si le canal excréteur principal est perméable, et si la lithiase est mobile, et si la glande est non atrophique et fonctionnelle. Donc, on a trois conditions. Donc, si le canal il est perméable, c'est-à-dire si on a un canal étroit, on ne peut pas faire une sialondoscopie. C'est-à-dire il faut un canal de bon calibre. Donc, elle est indiquée aussi si la lithiase est mobile, c'est-à-dire si elle est de petite taille, c'est-à-dire qu'on peut mobiliser et l'enlever à travers, c'est-à-dire le canal excréteur. Et si bien sûr, la dernière condition, si bien sûr la glande est non atrophique, c'est-à-dire est fonctionnelle, c'est-à-dire la glande n'est pas malade. Puisque si la glande est malade, c'est-à-dire ça sert à rien de la conserver. C'est-à-dire il faut l'enlever carrément et le problème est réglé. Et enfin, on a la lithotripsie extracorporelle. Donc la lithotripsie, le principe est le même que celui de la lithotripsie extracorporelle pour les calculs rénaux. Donc cette technique est basée sur les ondes de choc électromagnétiques, c'est-à-dire on donne 1000 à 2000 coups par séance espacés de 1 mois. Donc généralement 2 à 3 séances sont nécessaires. Donc est-ce que vous avez des questions concernant le traitement des sialites? Monsieur, s'il vous plaît, Oui. ce traitement concerne seulement les sialites lithiasiques. Oui, généralement, mais pour le traitement c'est-à-dire le traitement, on peut donner les antispasmodiques même pour les non lithiasiques, hein, pour la douleur. Et on peut donner le traitement antibiotique et même pour les non lithiasiques, hein, pour les lithiasiques et non lithiasiques. Donc le traitement chirurgical, par exemple pour les non lithiasiques, c'est-à-dire s'il y a un abcès, par exemple, il faut l'inciser, c'est-à-dire et s'il y a uniquement une sialite, par exemple pour les sialites virales, le traitement généralement on donne uniquement les anti-inflammatoires, sauf pour les jeunes garçons, c'est-à-dire on préfère de donner un antibiotique pour éviter une complication qui est fréquente pour les orions et l'orchipédidymite.
C'est-à-dire on rajoute un antibiotique. Mais généralement, pour les cyalites virales, on donne uniquement un anti-inflammatoire. Pour les cyalites bactériennes, on donne un traitement antibiotique, et c'est tout. C'est pas la peine de donner d'autres antibiotiques et antalgiques. C'est-à-dire soit on donne un antispasmodique carrément, ou bien uniquement un antalgique. Pour les cyalites tuberculeuses, comme des fois on est amené à faire des tests thérapeutiques, c'est-à-dire on n'arrive pas à poser le diagnostic qu'après avoir, c'est-à-dire essayer les antibiotiques antituberculeux. Et pour les cyalites lithiasiques, c'est-à-dire c'est le traitement, les différents traitements qu'on a exposés, soit la salandoscopie, soit les traitements chirurgicaux, ou bien les traitements médicaux, et même la lithotripsie extracorporelle. Est-ce que vous avez d'autres questions? Les stimulateurs de la sécrétion, est-ce qu'ils ne vont pas augmenter les coliques? Non, non, on les donne dans un but c'est-à-dire de forcer l'expulsion du calcul. C'est-à-dire le but de prescrire ces stimulateurs de la sécrétion salivaire est de forcer, c'est-à-dire de créer une pression sur le calcul pour qu'il soit expulsé spontanément à travers l'orifice excréteur, ou là, le canal excréteur. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur, et on les donne après la crise de colique. Non, non, on les donne, c'est-à-dire même au moment de la crise, hein, c'est pour, comment dire, comme c'est pour forcer le calcul à s'expulser spontanément. Même au moment de la crise, on les donne. On donne généralement un traitement, c'est-à-dire de 7 à 10 jours. Sinon, on demande aux patients de faire des bains de bouche comment dire, avec de l'eau citronnée. C'est ce qu'on appelle les bains citronnés. D'accord, merci. Il n'y a pas de quoi. Est-ce qu'on peut continuer? Donc, on passe au second type des pathologies salivaires qui sont les cyaloses. Donc, les cyaloses se définissent par l'augmentation de volume chronique et isolé de plusieurs glandes salivaires principales, sans douleur ni infection ou signe inflammatoire. Donc, on a une tuméfaction de la majorité des glandes salivaires principales, sans douleur, c'est-à-dire une tuméfaction qui est chronique et définitive, sans douleur, ni infection, ni autre signe inflammatoire. Donc, elles sont presque toujours le fait d'une pathologie générale. Donc, comme étiologie, on a la sarcoïdose. On a souvent une parotidomégalie, c'est-à-dire une glande parotide augmentée de volume qui est bilatérale, plutôt asymétrique, indolente, c'est-à-dire indolente sans douleur, d'installation progressive, isolée ou associée à des signes thoraciques. C'est-à-dire soit on a une sarcoïdose, c'est-à-dire isolée des glandes salivaires, ou bien ça rentre dans le cadre d'une sarcoïdose multisystémique, c'est-à-dire avec atteinte thoracique.
on peut avoir, c'est-à-dire les sialoses au cours des syndromes secs. Donc, ils associent un gonflement en général parotidien bilatéral diffus, une sécheresse oculaire, ce qu'on appelle xérophthalmie, et une sécheresse buccale, qu'on appelle xérostomie. C'est le syndrome de Gauge-Roth-Sjögren ou bien les sialadénoses. Donc, on peut avoir aussi les sialoses au cours de l'infection au VIH. Donc, l'infection au VIH peut déclencher des lésions lymphoépithéliales bénignes. On aura une hyperplasie lymphoïde kystique au niveau des glandes parotides, qui est souvent bilatérale. Et on peut avoir les sialoses ou bien les parotidomégalées essentielles, les parotidomégalées essentielles, qui sont d'origine familiale ou bien géographique. Donc, elles se rencontrent aussi chez les obèses, les diabétiques et les mangeurs excessifs de pain. Donc, ces parotidomégalées essentielles, on les voit chez quelques familles. Il y a certaines familles qui ont une tuméfaction, c'est-à-dire une tuméfaction des glandes salivaires sans être malade, des glandes parotides, pardon. Donc, une tuméfaction des glandes parotides sans être malade. D'accord? Il y a juste la tuméfaction, donc des glandes énormes, mais elles ne sont pas malades. Il y a aussi quelques ethnies, par exemple, au niveau du Pérou ou bien l'Amérique latine. Par exemple, le Pérou, les gens c'est-à-dire qui habitent au niveau du Pérou, ils ont des glandes parotides énormes, sans être malades. Donc, on peut voir aussi ces parotidomégalées au cours chez les obèses, les gens obèses, les diabétiques et les mangeurs excessifs, les gens qui mangent beaucoup de pain. Donc, il faut savoir que le pain, il est riche en amidon et en sucre. C'est pour ça il stimule la sécrétion salivaire, donc ce qui donne de les tuméfactions, alors que les glandes ne sont pas malades. Donc, est-ce que vous avez des questions concernant les sialoses? Monsieur, s'il vous plaît, Oui. les sialoses ont une relation avec la quantité de salive excrétée. Les sialoses, oui, on peut, par exemple, le syndrome sec, on a une diminution importante de la sécrétion salivaire. D'ailleurs, le patient souffre d'une xérostomie, qui est c'est-à-dire une sécheresse buccale, en rapport avec une diminution très importante de la quantité salivaire excrétée, c'est-à-dire la quantité journalière de la salive excrétée. Justement, Ici, c'est mal, comment? justement, malgré, c'est-à-dire la glande est Malgré on a un l'hypertrophie, on a un problème, c'est-à-dire un problème de sécrétion salivaire. En particulier, le cas pour la sarcoïdose et les syndromes secs. Hein. Pour les parotidomégalées essentielles, d'accord, on n'a pas de problème avec la sécrétion salivaire. La sarcoïdose et le syndrome sec, ici, on a une tuméfaction avec une diminution très importante de la sécrétion salivaire. Et comment faire le diagnostic de ces sialoses? Est-ce que vous avez une idée ou non? Sialométrie. Comment? siamétrie. La sialométrie, oui, on peut faire une sialométrie, mais sialométrie, elle va nous montrer qu'il y a une diminution de la sécrétion salivaire et c'est tout. Mais comment faire, c'est-à-dire poser le diagnostic ou bien confirmer le diagnostic? En On pourra particulier pour les,
pour la sarcoïdose et le syndrome sec. On a d'autres atteintes L'histologie. immunes Comment? pour les syndromes secs. C'est une maladie auto-immune. On aura d'autres signes systémiques. Mais généralement, d'autres signes systémiques, généralement, le patient vient consulter pour la xérophtalmie. Même il y a comme symptôme, on a la fatigabilité, l'asthénie, on a la sécheresse oculaire, la xérophtalmie et la xérostomie. Mais le patient, il est beaucoup plus gêné par la xérostomie et la xérophtalmie, et beaucoup plus surtout la xérostomie. Donc, généralement, on a qui gêne un patient avec une xérostomie et on suspecte un syndrome sec. On a quelque chose à faire pour confirmer le diagnostic. Même pour la même chose pour la sarcoïdose. La biopsie des glandes accessoires. Très bien. On fait une biopsie des glandes salivaires accessoires c'est-à-dire cette biopsie, elle est très facile à réaliser. On va faire une petite incision au niveau de la face interne de la lèvre inférieure, par exemple. On cible une petite glande, une ou deux petites glandes. On va les enlever et l'envoyer à l'anapathe. Donc l'anapathe va confirmer le diagnostic, soit d'une sarcoïdose, c'est-à-dire en montrant des lésions en rapport avec la sarcoïdose, ou bien carrément un syndrome sec. Il y a des lésions aussi spécifiques pour le syndrome sec. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? C'est bon, merci. Monsieur, concernant le syndrome sec, est-ce qu'on peut retenir le diagnostic devant la présence des anticorps spécifiques? Devant la présence d'anticorps spécifiques. Par exemple, la maladie de Kuijper-Sjögren est caractérisée par la présence des anticorps anti-SSA, SSB. Donc, Oui, on peut obtenir. Des fois, c'est-à-dire on reçoit des malades, c'est-à-dire des fois c'est-à-dire la biopsie des glandes salivaires accessoires, c'est une arme puisque la maladie de Gaugerot-Sjögren, c'est une maladie systémique et maladie auto-immune, d'accord? Donc des fois, le médecin interniste, c'est lui qui devait la traiter. Des fois, on reçoit des malades qui proviennent des médecins internistes pour faire une biopsie afin de confirmer le diagnostic du syndrome sec ou bien du syndrome de Gaugerot-Sjögren. D'accord? oui, c'est bon. Pour nous, à notre niveau en Algérie, c'est-à-dire il est plus simple de faire une biopsie que de faire des tests immunologiques. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, on passe à la dernière, c'est-à-dire entité concernant les pathologies des glandes salivaires. Donc, les pathologies tumorales des glandes salivaires. Donc, comme épidémiologie, donc elle représente les tumeurs des glandes salivaires, donc représente 2 à 6,5% des tumeurs de la tête et du cou, selon c'est-à-dire les statistiques de 2009. Donc, je dis bien 2 jusqu'à 6,5% des tumeurs de la tête et du cou. C'est pas, tout d'abord, c'est des tumeurs qui sont très rares. Donc, je dis bien 2 à 6,5% des tumeurs de la tête et du cou. C'est pas des tumeurs du corps entier. Si c'était les tumeurs du corps entier, c'est plus ou moins fréquent. Mais ce sont des tumeurs de la tête et du cou.
Donc, quel est le pourcentage des tumeurs de la tête et du cou par rapport au corps entier? Les tumeurs du corps entier. Est-ce que vous avez une idée ou non? Non, monsieur. Donc, généralement, c'est-à-dire les tumeurs de la tête et du cou représentent 4 à 7% des tumeurs du corps entier. Donc, ici, on a 2 jusqu'à 6,5%. من هادول 4 à 7. D'accord? C'est bon? Donc, ensuite, Oui, on a... monsieur. Très bien. Donc, on a 63% des tumeurs concernent les glandes salivaires principales, dont la parotide est la localisation la plus fréquente, à 90% des cas. Donc, en ce qui concerne les tumeurs, la pathologie tumorale, elle intéresse beaucoup plus la glande parotide, jusqu'à 90% des cas. Par contre, la pathologie lithiasique, elle intéresse beaucoup plus la glande submandibulaire. Donc, il faut bien la retenir dans la tête. Donc, la pathologie tumorale concerne beaucoup plus la glande parotide. La pathologie lithiasique concerne beaucoup plus la glande submandibulaire. Ensuite, sur le plan histologique, on a 95% des tumeurs retrouvées sont épithéliales. Donc, les adénopléomorphes sont les tumeurs bénignes épithéliales les plus fréquemment rencontrées ou bien retrouvées à 50% des cas. Donc, 50% des tumeurs, c'est des adénopléomorphes. C'est la tumeur la plus fréquente. Enfin, on a les cancers des glandes salivaires accessoires sont plus rares. Donc, leur fréquence, elle est estimée entre 5 à 10%. Donc, j'ai dit bien, si vous avez remarqué, j'ai dit bien les cancers des glandes salivaires accessoires. Pourquoi j'ai dit les cancers des glandes salivaires accessoires sont plus rares? Vous n'avez... Parce qu'ils sont malignes. Comment? Ils sont malignes. Oui, effectivement. Donc, on a la glande parotide. Si on prend la glande parotide, par exemple, on a 80% des tumeurs sont bénignes et 20% malignes. Si on prend, par exemple, la sous-max, la glande sous-maxillaire, on a moitié-moitié, 50% bénignes, 50% malignes. Et si on prend les glandes accessoires, les glandes salivaires accessoires, on a 95%, c'est des glandes malignes, c'est des tumeurs malignes, et 5% uniquement qui sont des tumeurs bénignes. Donc c'est pour ça, j'ai dit les cancers, d'accord? Mais heureusement, on a, c'est-à-dire pour la parotide, on a, c'est-à-dire concernant la pathologie tumorale, la parotide qui est la plus atteinte. La glande sous-maxillaire, c'est-à-dire un degré moindre, et les glandes accessoires, les tumeurs des glandes salivaires accessoires sont extrêmement rares. Mais elles sont dans la majorité des cas, c'est des tumeurs, elles sont dans la majorité des cas du tumeur malignes. Donc je passe. Ensuite, on a la classification des tumeurs des glandes salivaires. Donc selon leur fréquence élevée et ou de leur intérêt médical particulier, on peut retenir uniquement, voilà, comme on va étudier uniquement cinq types histologiques. Puisque selon la classification
la dernière classification de l'OMS de 2017, on a 38 types histologiques. 38 types histologiques. On a 24 types histologiques malins et 12 types histologiques bénins et 2 types histologiques intermédiaires, c'est-à-dire entre le bénin et le malin. C'est des types intermédiaires. Elles ne sont considérées ni bénins ni malins. Donc, on va commencer avec les tumeurs épithéliales bénignes. On va étudier d'abord l'adénopléomorphe ou bien la tumeur. On l'appelle aussi tumeur mixte. Donc, qui est la tumeur la plus fréquente? La tumeur des glandes salivaires la plus fréquente. Donc, la plus fréquente du tumeur salivaire, elle touche les glandes salivaires principales dans 70% des cas avec une prédilection pour la glande parotide. Elle est 3 fois plus fréquente chez la femme jeune que chez l'homme jeune. Donc, l'adénopléomorphe est indolore, nodulaire, bien circonscrit, voire encapsulé par une gangue conjonctive. Donc, sa consistance est variable. Il peut être ferme, molle ou encore gélatiniforme. On peut avoir même, c'est-à-dire une consistance très dure, c'est-à-dire on parle c'est-à-dire de consistance pierreuse, comme une pierre. Donc, sa croissance est lente et se fait par poussée. Donc, sur le plan histologique, la tumeur est dite mixte en raison de la présence concomitante d'éléments épithéliaux et mésenchymateux. Pour ça, on l'appelle tumeur mixte. Donc, le bilan radiologique, c'est-à-dire on fait une échographie qui va montrer une image hypoéchogène, peu homogène, bien limitée. Mais généralement, le diagnostic, il est fait, c'est-à-dire il repose, c'est-à-dire généralement pour les tumeurs du gland salivaire, si on suspecte une tumeur du gland salivaire, on demande actuellement, je parle actuellement, sinon si on revient à l'histoire, donc le diagnostic se faisait au départ par uniquement la cytoponction. Vers les années 60, 1960, et avec l'avènement de l'échographie, c'était l'examen de choix. Ensuite, par la suite, vers les années 80, 1980, et avec l'avènement du scanner, on utilisait le scanner. Et actuellement depuis, c'est-à-dire 2008, il y a ce qu'on appelle l'IRM de diffusion, qui a, c'est-à-dire révolutionné le diagnostic des tumeurs du glande salivaire. Donc, avec ces séquences, c'est-à-dire la diffusion et la perfusion, elle peut donner même le diagnostic histologique plutôt de la tumeur. C'est-à-dire à travers l'IRM, on peut même savoir, c'est-à-dire si vous voulez, à 95%, savoir le type histologique de la tumeur sans biopsie ni cytoponction. Donc à l'IRM, c'est-à-dire l'aspect typique d'un adénopléomorphe, c'est-à-dire on va trouver un hyposignal T1 et un hypersignal T2 intense dans sa forme caractéristique. Donc la diffusion va nous permettre de calculer, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'ADC, qui est l'ADC, c'est une abréviation en anglais, Apparent Diffusion Coefficient, ou bien en français, c'est le coefficient de diffusion apparent. Donc ce coefficient va nous permettre, c'est-à-dire va nous donner une idée sur, c'est-à-dire va nous donner une idée sur le type histologique avec bien sûr la courbe de perfusion. On a 4 courbes de perfusion A, B, C, D. Donc chaque courbe correspond à un type histologique. Ensuite, on a l'évolution qui est bénigne, hormis les rares cas de cancérisation qui surviennent dans 5% des cas. Donc on a le risque de cancérisation ou bien de dégénérescence dans 5% des cas.
Et généralement, ça vient après 10 ans d'évolution, voire même plus. Donc, le diagnostic différentiel se pose surtout avec le carcinome adénoïde kystique, qui est une tumeur maligne. Donc, le traitement, il est chirurgical avec un faible taux de récidive. Donc, en bas, on a deux images. Donc, l'image à gauche ou bien l'image A, c'est une photo d'une masse, c'est-à-dire sous-lobulaire, qui intéresse la glande parotide. C'est un nodule qui correspond à un adénome pléomorphe. Et l'image B, c'est une image IRM qui montre, c'est-à-dire une séquence T1, qui montre un hyposignal du même nodule, c'est-à-dire photographié à gauche. Et l'image C, c'est une image IRM qui montre un hypersignal en séquence pondérée T2. Donc, est-ce que vous avez des questions concernant le adénome pléomorphe? Monsieur, s'il vous plaît, Oui. est-ce que ce type de tumeur bénigne rentre dans le cadre des tuméfactions cervicales chroniques? Ah non, c'est non, ça n'a rien à voir avec les tuméfactions cervicales chroniques, hein. Ça rentre dans les tumeurs du glande salivaire, puisque ça concerne la glande salivaire. Donc, la répartition des glandes salivaires, elle est à part. C'est-à-dire, si on rentre dans la répartition des organes, on a le cou, d'accord, et les glandes salivaires sont à part. Et pour ça, elles ne sont pas concernées, considérées comme des tuméfactions cervicales chroniques. C'est-à-dire juste dans la phase clinique, avant de faire les examens paracliniques. Un Bon, diagnostic définitif. juste à l'examen clinique, c'est-à-dire on arrive à faire le diagnostic d'une tumeur. C'est-à-dire on peut savoir avec l'examen, par l'examen clinique, on peut savoir est-ce que c'est une tumeur, c'est-à-dire qui appartient aux glandes salivaires ou non. Donc si on arrive c'est-à-dire à déduire que cette masse appartient aux glandes salivaires, c'est bon, ça n'a rien à voir avec les tuméfactions cervicales chroniques. D'accord, merci. Il n'y a pas de quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, on passe à la seconde tumeur par ordre de fréquence. On a l'adénome ou bien l'adénolymphome ou bien tumeur de Warthin. Elle est également appelée cystadénolymphome ou bien adénolymphome papillaire. Donc, elle représente 5 à 10% des tumeurs parotidiennes. Donc, l'âge généralement après 50 ans avec une prédilection pour l'homme avec un sexe ratio 3 sur 1. Donc, elle est d'évolution lente et progressive marquée par des poussées inflammatoires. Donc, la tumeur de Warthin, elle est caractérisée par des poussées inflammatoires très fréquentes. Donc, elle forme un nodule bien circonscrit, arrondi, mou, mobile, avec une cavité centrale remplie d'un liquide brun ou rougeâtre. Donc, généralement, on a l'aspect, c'est-à-dire on a l'impression que c'est une tumeur kystique. D'accord? Cette tumeur de Warthin, donc elle est tellement, c'est-à-dire molle, on a l'impression immobile, on a l'impression qu'elle est kystique. D'accord? Et on peut même avoir des formes kystiques de cette tumeur. Et on peut avoir, c'est-à-dire, dans la majorité des cas, cette tumeur elle est remplie d'un liquide brun rougeâtre, ou bien
un liquide, ce qu'on appelle marron chocolat. Qu'on peut, c'est-à-dire le ponctionner pour, c'est-à-dire avoir une idée, c'est-à-dire préalable avant de faire la chirurgie. Donc, sur le plan histologique, il y a présence de tissu lymphoïde inclus dans la parotide. Donc, elle ne récidive pas après exirèse et ne présente pas de transformation maligne. Donc, c'est la tumeur la plus gentille des tumeurs du gland salivaire. Donc, elle ne récidive pas, elle ne donne pas de transformation maligne et c'est une tumeur bénigne. Donc, c'est la tumeur la plus gentille des tumeurs des glandes salivaires. Si vous n'avez pas de questions, on passe. Donc, on passe aux tumeurs épithéliales malignes. Donc, on commence par la tumeur maligne la plus fréquente, qui est le carcinome mucoépidermoïde. Donc, ce carcinome vient en premier rang des tumeurs malignes salivaires, avec 65% de localisation parotidienne. Donc, affectant un peu plus les femmes, surtout entre 20 et 60 ans. Néanmoins, il reste la transformation maligne salivaire la plus fréquente chez l'enfant. Donc, ce type de carcinome touche beaucoup plus la femme entre 20 et 60 ans. Et c'est-à-dire chez l'enfant, c'est la transformation maligne la plus fréquente. Qu'est-ce que ça veut dire, la transformation maligne la plus fréquente chez l'enfant? Par exemple, si on a un enfant qui présente une tumeur bénigne, donc sa transformation va donner, c'est-à-dire ou bien sa dégénérescence ou bien sa cancérisation va donner probablement un carcinome microépidermoïde chez l'enfant, bien sûr. Donc cliniquement, on a deux types. Donc soit la tumeur elle est bien différenciée et dans ce cas-là, elle est de faible malignité, elle n'est pas douloureuse, mobile, arrondie, de forme et de croissance lente. Plutôt, pardon, elle est ferme et de croissance lente. Donc la tumeur moins différenciée, qui est plus molle, infiltrante, voire ulcérée, de croissance rapide, adhérente au tissu avoisinant, avec des signes inflammatoires et des algies, des douleurs, c'est-à-dire. Donc ce deuxième, c'est-à-dire la tumeur moins différenciée, elle est plus agressive que la tumeur bien différenciée. Ensuite, on a une atteinte du nerf facial peut se rencontrer dans les localisations parotidiennes, c'est-à-dire s'il y a une tumeur, un carcinome microépidermoïde au niveau de la glande parotide, on peut avoir une paralysie faciale, puisque le nerf facial chemine à l'intérieur de la glande parotide. Le diagnostic différentiel se pose surtout avec l'adénome pléomorphe et le carcinome adénoïde kystique. Donc, le traitement consiste en une exérèse tumorale large avec une marge tissulaire de sécurité assez satisfaisante ou bien suffisante. Donc, le pronostic reste difficile. Donc, est-ce que vous avez une question concernant le carcinome mucoépidermoïde? Sinon, on passe au carcinome adénoïde kystique ou bien cylindrome. Donc, il se présente comme une tumeur arrondie à croissance lente, marquée par des douleurs et une paralysie faciale. C'est-à-dire une douleur spontanée et une paralysie faciale dans la majorité des cas. Il touche particulièrement la glande submandibulaire et représente la tumeur maligne la plus fréquente des glandes salivaires accessoires. Donc, le cylindrome touche beaucoup plus les glandes submandibulaires et c'est le type histologique le plus fréquent concernant les glandes salivaires accessoires. Donc, il survient à tout âge avec une prédominance chez l'enfant
Donc, les récidives sont présentes et des métastases pulmonaires, cérébrales ou osseuses peuvent apparaître tardivement. Et enfin, donc le pronostic à long terme est le plus péjoratif avec un taux de survie de 70% à 5 ans et 20% à 20 ans. Donc, il faut mettre dans la tête que les tumeurs malignes des glandes salivaires sont extrêmement agressives. Donc, elles donnent généralement des métastases à distance et, et même des métastases, et même même avec c'est-à-dire une exérèse totale, on peut avoir des métastases à distance. Donc, si vous n'avez pas de questions, je passe. On a le dernier type histologique, on va étudier aujourd'hui. On a le carcinome à cellules acineuses. Donc, il représente 17% des tumeurs malignes des glandes salivaires principales et accessoires. Il siège presque exclusivement dans la parotide, donc dans 83% des cas. Donc, il se présente sous la forme d'un nodule parfois volumineux, parsemé de foyers nécrotiques ou hémorragiques, voire de cavités kystiques. Donc, généralement, la différence entre, c'est-à-dire la tumeur de Warthin et le carcinome à cellules acineuses, c'est-à-dire si on parle de cytoponction, en matière de cytoponction. Donc, généralement, au cours, c'est-à-dire la cytoponction du tumeur de Warthin, elle va ramener un liquide marron chocolat. Et concernant le carcinome à cellules acineuses, la cytoponction va ramener, c'est-à-dire va être hémorragique. C'est-à-dire on ramène sérohématique, c'est-à-dire un contenu sérohématique. Donc généralement le pronostic il est favorable. Bien sûr, si on le compare avec le carcinome mycoépidermoïde ou le carcinome adénoïde kystique ou bien cylindrome, avec une fréquence importante de récidive locale à 35% des cas, et la possibilité de métastases ganglionnaires, pulmonaires, osseuses ou cérébrales. Donc la survie à 10 ans est supérieure à 80% des cas. Donc le carcinome à cellules acineuses, c'est le plus gentil des cancers, des glandes salivaires, et il donne une récidive locale à 35% des cas. C'est quand même énorme. Et il donne aussi des métastases ganglionnaires et pulmonaires osseuses, c'est-à-dire il donne des métastases ganglionnaires et viscérales à distance. Est-ce que vous avez des questions concernant ces trois types histologiques, c'est-à-dire ces trois types de tumeurs malignes? Si vous n'avez pas de questions, on passe. Donc, on a d'autres types de tumeurs qui ne sont pas épithéliales. C'est-à-dire, j'ai parlé de tumeurs épithéliales. Les tumeurs épithéliales, parmi les tumeurs épithéliales, on a les tumeurs bénignes et les tumeurs malignes. On a d'autres types de tumeurs, à savoir les tumeurs des tissus mous. Parmi les tumeurs des tissus mous, on a les hémangiomes, qui sont plus fréquents chez l'enfant et impliquent d'habitude la parotide. C'est-à-dire, elles touchent beaucoup plus la glande parotide. On a les lipomes, rarement retrouvés dans une glande salivaire principale, et le traitement est basé sur l'exérèse chirurgicale. Ensuite, les tumeurs hématologiques représentent environ 2% des tumeurs des glandes salivaires et siègent surtout dans la parotide. Donc, ces lymphomes non-hodgkiniens sont soit isolés, soit associés à une maladie de système à rechercher systématiquement. Et si on trouve lymphome à localisation salivaire, dans ce cas-là, il faut rechercher systématiquement une maladie de système. Donc, le traitement de ces lymphomes n'est pas chirurgical. D'accord? On va pas opérer, par exemple, une glande parotide
ou bien on ne va pas opérer un lymphome à localisation parotidienne. Donc le traitement, il est beaucoup plus la chimio et radiothérapie. Donc on peut avoir des tumeurs secondaires. Donc les tumeurs secondaires ou bien métastases siègent essentiellement dans la parotide. Donc on peut avoir des métastases intraglandulaires qui sont secondaires à un autre cancer, c'est-à-dire de voisinage. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai opéré un patient qui présentait une tumeur de la glande parotide en rapport avec un, un carcinome épidermoïde du pavillon. Opéré il y a 8 mois auparavant. Donc, ces tumeurs secondaires représentent environ 5% de toutes les tumeurs des glandes salivaires. Donc, le cancer primitif est soit un cancer de voisinage ou bien à distance, comme le sein, le poumon, le rein, l'estomac, le foie, l'os et le côlon. Est-ce que vous avez des questions? Donc, si vous n'avez pas de questions, on passe au diagnostic différentiel des tumeurs du glande salivaire, Monsieur, qui se fait notamment. Oui. monsieur, s'il vous plaît, pour les cancers des glandes salivaires, est-ce qu'il y a des facteurs prédisposants à ces tumeurs? Il n'y a pas vraiment de facteurs prédisposants, c'est-à-dire il n'y a pas, vu leur fréquence, il n'y a pas vraiment des études qui ont été faites dans ce sens. Donc, C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment une population à risque de... il n'y a pas vraiment de population. Franchement, il n'y a pas d'études qui ont été faites dans ce sens. C'est pour ça, c'est-à-dire je peux pas. Donc, là, je répondais qu'avec certitude, hein, puisqu'il n'y a pas vraiment d'études vu c'est-à-dire que les tumeurs des glandes salivaires ne sont pas vraiment des tumeurs extrêmement fréquentes. C'est des tumeurs rares. D'ailleurs, 2 à 6,5% des tumeurs de la tête et du cou que représentent les tumeurs de la tête et du cou que représentent 4 à 7% du corps entier. C'est-à-dire, c'est des tumeurs rares. C'est pour ça il n'y avait pas d'investigation ou bien d'investissement pour c'est-à-dire rechercher est-ce qu'il y a des facteurs prédisposants ou non. Il faut savoir en médecine, il y a le côté business, c'est-à-dire si on compare, c'est-à-dire les pathologies les plus fréquentes sont mieux, c'est-à-dire investiguées et mieux, c'est-à-dire étudiées que les pathologies plus rares. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, on revient au diagnostic différentiel des tumeurs des glandes salivaires, donc qui se fait notamment avec les kystes sébacés, les kystes dentaires, les kystes bronchiaux, en particulier par exemple pour la parotide, c'est-à-dire les kystes du premier arc premier et deuxième arc bronchial. Donc, le diagnostic différentiel peut se faire aussi avec les adénopathies préauriculaires, en particulier, c'est-à-dire préauriculaires ou bien prétragiennes, en particulier pour les tumeurs des glandes parotides. Donc, les tumeurs mandibulaires de la mandibule, c'est-à-dire les tumeurs osseuses de la mandibule, peuvent prêter confusion avec une tumeur de la glande submandibulaire. Donc, une hypertrophie des masséters ou bien une tumeur du masséter, généralement les myxomes,
peuvent donner un diagnostic différentiel avec les tumeurs parotidiennes ou bien d'un prolongement parotidien de la glande parotide. Le non-rhinome du nerf facial peut prêter à des diffusions. Il y a quelques cas, c'est-à-dire on a opéré il y a quelques années un schwannome, plutôt un schwannome du nerf facial, qui a donné une tuméfaction parotidienne. Donc la thrombose de la veine faciale passe, c'est-à-dire derrière le pôle postérieur de la glande submandibulaire. C'est-à-dire s'il y a une thrombose de la veine faciale, on peut suspecter une tumeur de la glande submandibulaire, alors qu'il s'agissait uniquement d'une thrombose de la veine faciale. Donc un anévrisme de l'artère temporale, c'est-à-dire comme diagnostic différentiel avec les tumeurs de la glande parotide, une mastoïdite, la mastoïdite bien sûr avec la parotide, diagnostic différentiel avec une tumeur parotidienne, en particulier la mastoïdite de Bezold, qui se caractérise par c'est-à-dire une diffusion cervicale. Donc une hypertrophie bilatérale des parotides ou bien des parotidoses. Et enfin, une hypertrophie du processus transverse de C1. Peut prêter confusion avec les tumeurs parotidiennes. À la palpation, bien sûr. Est-ce que vous avez des questions? Donc, si vous n'avez pas de questions, on passe à la dernière diapo. Les principes de traitement du tumeur des glandes salivaires. Donc, le traitement des tumeurs malignes des glandes salivaires est plural. Qu'est-ce que ça veut dire plural? Nécessite, c'est-à-dire une prise en charge pluridisciplinaire et des fois plusieurs gestes, c'est-à-dire vu les récidives. Donc, le pluridisciplinaire, c'est l'intervention de l'ORL ou bien du maxillofacial, l'intervention de l'oncologue et l'intervention du radiothérapeute. Donc, le traitement, il est fonction de la classification TNM. J'ai pas voulu c'est-à-dire vous charger par la classification, puisque le but pour vous, c'est de faire un diagnostic, c'est pas de traiter. Donc, c'est dans ce sens que j'ai enlevé la classification TNM de cette conférence. Donc, il est fonction de la classification TNM, du contexte. À travers la classification TNM, on peut, c'est-à-dire décider est-ce que le patient nécessite c'est-à-dire il nécessite un curage ou bien carrément, c'est-à-dire l'ablation de la tumeur uniquement. Donc, il est constitué de la chirurgie d'exérèse carcinologique avec examen extemporané. Donc, concernant l'examen extemporané, l'école française, elle exige c'est-à-dire l'examen extemporané, mais l'école anglaise, pour l'école anglaise, l'examen extemporané, c'est pas nécessaire. Donc, vous arrivez c'est-à-dire vous connaissez l'examen c'est quoi l'examen extemporané? Vous avez une idée sur l'examen extemporané, c'est quoi? Oui, monsieur. Très bien. Donc, comme pour l'école française, l'examen extemporané est indispensable. Pour l'école anglaise, il n'est pas indispensable. Et avec l'avènement
de l'IRM de diffusion, on peut s'en passer de l'examen extemporané. Donc, le traitement, il est constitué de la chirurgie d'exérèse carcinologique, du curage ganglionnaire radical ou conservateur, de la radiothérapie post-opératoire ou bien exclusive. Donc, la radiothérapie, il y a des indications pour le curage. Généralement, les tumeurs, c'est-à-dire au-delà de T2, le curage devient, c'est-à-dire obligatoire. Le curage cervical devient obligatoire. La radiothérapie post-opératoire, la majorité des tumeurs malignes nécessitent c'est-à-dire une radiothérapie post-opératoire. Donc, la radiothérapie exclusive, elle est envisagée en cas de, c'est-à-dire d'impossibilité à, à l'intervention chirurgicale, c'est-à-dire pour les tumeurs inopérables, par exemple, ou bien très étendues. Et la chimiothérapie adjuvante ou bien néoadjuvante, généralement, la chimiothérapie, on l'utilise pour les lymphomes et pour c'est-à-dire elle n'a pas vraiment de place en ce qui concerne les tumeurs malignes des glandes salivaires. Donc, elle est utilisée uniquement, c'est-à-dire pour par exemple, les lymphomes et pour quelques types très très rares, par exemple les carcinomes épidermoïdes. On l'utilise pour les carcinomes épidermoïdes. En plus de la chirurgie, on fait une radiochimio concomitante. Donc, est-ce que vous avez des questions concernant le traitement? Est-ce que vous avez des questions, c'est-à-dire en général, concernant la conférence ou bien les pathologies des glandes salivaires? Monsieur, Oui. monsieur, s'il vous plaît, la différence entre parotidose et la parotidomégalie essentielle. Généralement, les parotidoses, c'est-à-dire on les appelle, ou bien les parotidomégalies, on les appelle parotidoses. Donc, Donc les c'est les sial, mêmes. c'est pratiquement les mêmes. En général, les sialoses qui concernent la glande parotide, on les appelle parotidoses. Ça donne une tuméfaction de la glande, dans la majorité des cas sans douleur, sans signe inflammatoire, uniquement une tuméfaction qui peut, c'est-à-dire prêter confusion avec tumeur. Mais généralement, les parotidoses, elles sont bilatérales, d'accord? La teinte, elle est bilatérale, contrairement aux tumeurs, c'est-à-dire tumeurs des glandes salivaires, ou bien aux tumeurs de la parotide. Il y a un seul type qui peut donner, un seul type, c'est-à-dire de tumeur qui peut donner une atteinte bilatérale des glandes salivaires. J'ai pas parlé de ça, on a la tumeur de Warthin, elle peut être bilatérale. D'accord, merci. Il n'y a pas de quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie pour votre entente et je vous souhaite bonne chance concernant l'examen. Donc, je vous donnerai rendez-vous le jeudi, Inch'Allah. Et
bonne chance, والله يوفق. Merci, monsieur. Merci, docteur. Il n'y a pas de quoi.